les conditions d'accueil. Donc forcément, l'accueil inconditionnel est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais par contre, les services sont ouverts et donc il y a un accueil permanence par téléphone et également un accueil physique sur rendez-vous qui permet à l'ensemble des personnes vulnérables de continuer leur démarche. Sur l'ensemble des services que gère la ville aujourd'hui, qui sont notamment le restaurant social et les bains-douches, le restaurant social reste ouvert, donc il continue à proposer un repas chaud aux personnes. Par contre, on ne fait plus de repas sur table, on fait un repas à emporter, mais ça reste un repas chaud équilibré. Les personnes viennent dans les mêmes conditions, les mêmes modalités, récupérer un repas. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'on sait que ce sont quand même des personnes en situation précaire et qui repartent et qui souvent sont obligées de manger ou sur un banc ou dans des squats ou en tout cas entre deux portes parce qu'on n'a plus le droit en fait par arrêté préfectoral de faire des repas sur table et de leur proposer de pouvoir rester au chaud dans le restaurant social pour manger. Mais on s'adapte comme on peut et en tout cas, l'objectif était quand même de maintenir ce service de livraison ouvert. Sur les bains-douches, c'est la même chose. Les personnes peuvent toujours se présenter aux bains-douches sur Lyon et ils peuvent donc être accueillis et prendre une douche et repartir ensuite une fois que le service est fini. Donc, on a essayé comme ça de maintenir l'ensemble de ces services avec également une veille approfondie au niveau des maraudes. Donc, on a des travailleurs sociaux qui font le tour des personnes qui sont à la rue. Et j'ai développé avec une association de bénévoles qui fait un travail assez formidable qui s'appelle Vroom Shower. C'est un camion de douche, vous l'avez peut-être vu parce qu'ils ne font pas que sur Lyon, mais ils font un petit peu partout sur la métropole. C'est un camping-car qui propose des douches aux SDF et notamment dans des campements. Et donc, j'ai souhaité les financer pour qu'ils puissent aller faire le tour des différents campements et proposer aussi des douches à des personnes qui ne se déplacent pas. Voilà. Sur l'hébergement d'urgence, donc en lien avec la préfecture, la ville a ouvert différents sites. On a mis à disposition des bâtiments de la ville de Lyon pour de l'hébergement d'urgence géré par des associations prestataires avec qui l'État a l'habitude de travailler. Donc, j'en viens justement, on était à l'auberge de jeunesse du 5e, qui est fermée depuis le premier confinement, qui n'avait pas été du coup ouverte depuis et qui était restée fermée pendant le premier confinement. Et là, on a réussi à mettre en place justement avec l'entraide Pierre Valdo, donc une association du 5e arrondissement, une mise à disposition pour de l'hébergement d'urgence. Donc là, ça arrive progressivement, mais ce sera l'occasion d'accueillir des familles. Donc, il y aura à peu près 140 personnes de familles qui étaient précédemment à la rue ou mal logées, qui vont pouvoir être hébergés dans l'auberge de jeunesse. Donc, ça a ouvert. Là, on a rencontré quelques familles. Et puis, l'hôtel social Ribouf, qui, du coup, a été refait par la ville et qui est en cours de déménagement. Donc, les personnes qui étaient précédemment hébergées dans l'hôtel social Ribouf vont pouvoir, là, c'est en cours de déménagement, être accueillis dans un nouvel hôtel social tout neuf, tout refait, qui sera beaucoup plus digne. Et l'ancien bâtiment, avant d'être détruit, va être mis à disposition par la ville pour toute la durée du plan froid, donc au moins jusqu'en mars prochain, et sera confié à l'association L'Asso, dont Martine Roure est la présidente et qui du coup a très rapidement s'est mobilisée pour faire en sorte que l'association accueille des publics. Donc, ça devrait ouvrir le 27 novembre prochain. À côté de ça, on a aussi d'autres bâtiments qui appartiennent à la ville qui sont mis à disposition et d'autres sites privés d'entreprises qui aujourd'hui sont confinés ou dont les travaux de construction sont reportés du fait du confinement, qui vont pouvoir être aussi ouverts pendant cette période hivernale. Donc, on va arriver quand même à un certain nombre de places. On sera sur 1500 places supplémentaires sur le département du Rhône, concentrées principalement sur la métropole. Et sur Lyon, on va arriver à une capacité d'accueil de 550 places, en tout cas pour l'instant. On va aussi, au fur et à mesure, on verra aussi les mesures gouvernementales sur le confinement, mais en tout cas, on travaille sur des mises à disposition, on va dire, un peu plus pérennes à des associations pour cette prise en charge. À côté de ça, on a également mis les locaux associatifs à disposition des associations d'aide alimentaire, puisqu'on a pas mal de locaux associatifs qui sont aujourd'hui désertés, qui ne servent plus
puisque les associations, que ce soit des associations de gym, d'échecs, des clubs, en fait, ne peuvent plus se réunir. Donc, elles n'utilisent plus les bâtiments de la ville. Et la banque alimentaire et des associations étudiantes vont pouvoir faire de la distribution alimentaire et surtout stocker. C'était ça vraiment qui pêchait, c'est elles peuvent stocker des denrées et préparer des colis alimentaires et donc recevoir ensuite des étudiants, des personnes vulnérables pour pouvoir leur distribuer, là encore, des denrées alimentaires ou même des repas, puisqu'on a certaines associations comme Graille, qui est une formidable association de citoyens bénévoles qui cuisinent des repas et qui en fait vont les livrer en vélo sur Lyon et Villeurbanne. Ils essayent de déborder un petit peu aussi sur les villes très, très limitrophes. Et donc, ça permet d'avoir aussi des distributions de repas à des personnes qui sont à la rue ou encore une fois hébergées chez des tiers ou dans des squats ou des bidonvilles. Et puis, sur la question des seniors, c'est une des questions les plus cruciales pour le CCAS. Il y a un véritable enjeu autour de ça puisque on a des publics qui sont accueillis dans les résidences autonomie ou dans les EHPAD de la ville. Les directives, encore une fois, de l'ARS sont assez strictes sur les visites du moment où on a des personnes qui sont qui sont Covid positifs ou qui sont même cas contact. Donc, on a dû confiner 2 EHPAD à Marius Bertrand et au Balkan de l'Île Barbe. On a aujourd'hui 15 décès. Donc, c'est vraiment très éprouvant pour les équipes, puisqu'en fait, les équipes aujourd'hui du personnel soignant et accompagnant voient mourir les gens avec une certaine impuissance. Donc là, un partenariat s'est assez renforcé avec les HCL pour que des personnes puissent être hospitalisées, à la fois pour les familles aussi, parce que c'est important de savoir quand même que les personnes ont bénéficié de soins. Et puis, pour notre personnel soignant, c'est important parce qu'aujourd'hui, le personnel soignant des EHPAD est très, très limité et en fait est complètement impuissant quand on dépasse les 10 cas positifs et donc avec des décès assez importants. Donc, on a quand même cette difficulté-là. Et pour les autres personnes qui continuent à être à leur domicile, on a à l'aide du fichier carte senior, donc les seniors de la ville qui se sont inscrits sur ce fichier, sont appelés régulièrement par les arrondissements pour savoir si elles ont besoin d'avoir une aide alimentaire, pour savoir si elles ont des besoins en masque, en gel hydroalcoolique, si elles ont des difficultés, notamment liées à l'isolement. Et c'est vrai que c'est difficile pour elles. Donc, l'appel téléphonique permet de recenser des besoins plutôt matériels et primaires, mais à côté de ça, de faire aussi du lien et de renvoyer vers des associations qui pourraient les accompagner à distance parce que les visites sont quand même très, très limitées, mais en tout cas, leur proposer quand même des échanges et avoir un lien téléphonique au moins une fois par jour pour pouvoir échanger et discuter, parler de tout et de rien, mais c'est important quand même de maintenir ce lien pour éviter les phénomènes de glissement dont on a beaucoup parlé et dont on parle encore, qui sont aussi un vrai fléau pour les personnes qui ne sont pas en EHPAD, mais qui sont à leur domicile. Donc, au niveau de la ville, on essaye de coordonner un maximum d'actions avec les moyens dont on dispose. On est bien sûr très en lien avec les ARS pour justement avoir un peu des informations assez régulières sur le taux d'incidence, bien sûr, mais aussi sur l'adaptation des mesures Covid à nos établissements recevant du public. On est aussi en lien avec la métropole, vous avez dû le voir sur d'autres sujets que la solidarité, mais pour moi, ça reste de la solidarité, mais sur les questions notamment des commerces, faire en sorte qu'on puisse adapter au maximum et développer le Clean and Collect. Donc, la ville a développé 2 plateformes. Une plateforme Lyon Solidaire qui permet de recenser les initiatives associatives et faire du lien entre des citoyens aujourd'hui qui souhaiteraient faire du bénévolat ou qui souhaiteraient s'engager. Et une autre plateforme plus sur le commerce, sur du click and collect et qui permet d'aider des petits commerçants qui n'ont pas en fait de site internet et qui n'avaient pas de site internet en ligne pour vendre ou pour proposer au moins leurs biens, leurs marchandises, de faire en sorte qu'elles puissent très rapidement avoir un catalogue en fait qui recense les magasins qui aujourd'hui font ce genre de distribution. Donc ça, c'est une forte mobilisation de la ville et de la métropole pour que l'ensemble de nos commerçants et de nos petits commerçants notamment soient à la fois accompagnés, mais surtout que l'ensemble des citoyens puissent faire appel
à ces plateformes qui leur permettront de consommer local et pas forcément de consommer via Amazon ou d'autres. On a évidemment beaucoup parlé d'Amazon, mais il y a aussi d'autres plateformes qui ne sont pas, on va dire, plus Bien sûr, vertueuses oui. que Amazon. Et donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que le petit commerce ne meure pas. Ils ont déjà beaucoup été touchés et impactés pendant le premier confinement. Donc là, le deuxième doit être un peu plus accompagné, on va dire, pour que la crise soit beaucoup plus, on va dire, en tout cas, moins dure. Un dernier point également sur les nouveaux publics, puisqu'on a beaucoup parlé aussi des personnes vulnérables. On va dire que les personnes qui étaient déjà vulnérables le sont bien sûr encore plus, et ce sont les premières victimes de ce confinement et de cette crise sanitaire. Mais toutes ces mesures sont là aussi pour faire en sorte que des personnes qui étaient travailleurs indépendants ou qui avaient des commerces qui ne roulaient pas forcément sur l'or ne soient pas du coup les nouveaux pauvres de demain, et qu'on puisse essayer de limiter la casse sociale. Bien sûr, il y aura évidemment des nouvelles demandes, et on accompagne au maximum sur, on va dire, faciliter les démarches administratives. On sait que pour ces publics-là, faire une demande de RSA, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils ne l'ont jamais faite. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, on va aussi faire une vague de communication à leur attention. Non pas qu'on souhaite en fait que les demandes de RSA explosent, mais que par contre, on veut aussi éviter qu'il y ait des situations dramatiques qui se retrouvent sur notre territoire. Donc, il y a une forte aussi coordination à ce niveau-là pour essayer de mettre en place le plus de mesures, on va dire, de prévention des situations de vulnérabilité à venir, même s'il y en aura, et on a déjà des nouvelles demandes, notamment de familles qui sont aujourd'hui en activité partielle, et quand on gagne 1000 ou 1200 euros, n'avoir que 80% de son salaire, ça fait une sacrée différence et c'est vraiment difficile. Voilà. Donc là-dessus, on essaye, on va dire, d'amortir, ou en tout cas d'être un petit filet de sécurité à notre niveau. Merci Voilà Sandrine. qu'on peut, Merci. enfin voilà, ce qu'on essaye de mettre en place sur la ville et qu'on a mis en place. Après, Tu as je laisse la parole dépassé. aussi à Thierry. Oui, Et, oui, excuse-moi. Tu as dépassé un tout petit peu, mais c'est vrai que le sujet est tellement important, il fallait le faire. En pourtant, j'ai tout cas, essayé d'aller merci. vite, mais Oui, oui, je mais m'arrête. tu as fait une bonne synthèse, mais bon, c'est désolé, Sandrine. Alors, je crois que Thierry Philippe est arrivé, me semble-t-il, qu'il est connecté, que ça doit fonctionner maintenant. Bonsoir Thierry. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'entend et on te voit, c'est formidable. Bonsoir, merci à toi aussi d'être parmi nous. C'est sympa d'avoir répondu positivement à la fédération. Bon, je rappelle pas ton curriculum vitae, il est connu quand même sur la place de Lyon. Bon, tu es l'ancien maire du 3e, tu es l'ancien vice-président à la métro, donc tu es bien connu. Merci, donc très sincèrement, si tu veux bien, tu as 10 minutes pour présenter ton dossier, et après nous verrons pour que les camarades qui le souhaitent puissent intervenir, soit poser des questions, soit faire des propositions, de façon qu'il y ait un échange entre toi, Sandrine et eux-mêmes. Merci en tout cas à toi. Merci. Je prends 10 secondes pour dire à Sandrine à quel point je me réjouis que le nouvel hôtel Ribou s'ouvre, parce que c'est un dossier sur lequel évidemment j'ai Eh beaucoup oui. travaillé. Et je me réjouis encore plus que l'ancien Ribou serve à accueillir des gens en difficulté pendant cette période de froid. Et ça, c'est vraiment une très bonne initiative. Alors moi, on m'a demandé de parler du système de santé en général et de la façon dont il a encaissé le Covid. Alors je voudrais dire d'abord que parmi les choses que je vais dire, il faut quand même savoir qu'on a été au pouvoir assez longtemps et qu'on n'est pas innocent sur toutes les difficultés qui existent. La première chose qu'il faut dire, c'est que la France est en Europe le pays qui consacre le plus au budget de la santé. En pourcentage de son PIB et en euros par habitant, on consacre 3 626 euros par an à la santé, chacun d'entre nous. Et ce chiffre est 25% plus élevé que la moyenne européenne. L'Allemagne, qui consacre à peu près autant que nous, dans un système qui est très différent parce que c'est un système qui est décentralisé, qui est à but non lucratif essentiellement, eh bien, ils ont plus de lits, ils ont plus de respirateurs, ils ont plus de soignants, ils ont plus de lits de réanimation. On peut ajouter que la tarification à l'activité
qui pose tout un tas de questions qui sont posées actuellement en disant ça aggrave la compétition. Il faut quand même, et j'en reparlerai tout à l'heure, à la fin, il faut souligner que cette tarification à l'activité, elle a permis au secteur public d'augmenter de façon très nette ses parts de marché sur le privé. Donc ça n'a pas que des inconvénients. Et pour l'instant, personne ne sait sur quel système on pourrait le remplacer. Alors, je crois personnellement que le système français, il a comme premier défaut d'être à l'envers. Il est hospitalo-centré, alors qu'il devrait, normalement, à mon avis, commencer dans les territoires. Donc, ce qui compte pour la santé, c'est d'abord les collectivités. J'ai passé 2 mandats à essayer d'expliquer que la collectivité qu'on appelle aujourd'hui la métropole, et qui s'occupe de l'eau que boivent les Lyonnais, de l'air que respirent les Lyonnais, du bruit qu'entendent les Lyonnais, du sol sur lequel ils marchent, de l'air qu'ils respirent, etc., c'est la collectivité de la santé. Mais la santé dans un territoire, c'est aussi les médecins généralistes, c'est aussi les médecins spécialistes, c'est les infirmières libéraux, c'est les kinésithérapeutes, c'est les aides-soignants, c'est les assistantes sociales. C'est tout ça qui est au cœur de la santé, c'est-à-dire d'un territoire qui devrait avoir pour objectif de préserver la santé. Et l'hôpital, ce n'est pas le point de départ. L'hôpital, c'est quelque chose qui doit être un recours et qui doit simplement être utilisé au moment où les gens n'ont pas pu préserver leur santé. Et donc, ce qui manque en France, c'est une politique de prévention. Et pour l'air, c'est de la prévention, pour l'eau, c'est de la prévention, pour le tabac, c'est de la prévention, pour l'alcool, c'est de la prévention, etc. Et dans mon domaine que je connais bien, on pourrait éviter 40% des cancers, 70% de la mortalité par cancer, simplement en éliminant les causes qu'on connaît et que certains pays ont réussi par des politiques de prévention, pas forcément à éliminer, mais à diminuer considérablement. Alors, à partir de ce diagnostic, le système est à l'envers, il est hospitalo-centré, il devrait être centré sur les territoires. Quelles sont les questions majeures à régler? La première, c'est que, on en a largement parlé, mais c'est vrai, il y a trop de normes, il y a trop d'administration. L'administration centrale de la santé, c'est absolument dément, puisqu'il y a le ministère de la Santé, mais il y a aussi tout un tas d'agences à côté qui dépendent du ministère de la Santé. Ça fait un nombre de gens, depuis que j'ai débuté ma carrière, ça s'est multiplié par plus de 100, le nombre d'administratifs qui administrent la santé, qui donnent des normes et qui passent leur temps à faire des normes. Si vous regardez les hôpitaux, en particulier universitaires, le nombre d'administratifs est tout à fait important par rapport au nombre de soignants. Et si vous faites du benchmarking, c'est-à-dire vous comparez avec ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre, eh bien, il y a beaucoup plus de soignants et beaucoup moins d'administratifs. On a quand même le droit de se poser des questions sur les cliniques privées. Les cliniques privées, elles ne font pas que des choses mauvaises et elles ont très peu d'administration la plupart du temps. On peut aussi se poser des questions sur quelque chose que je connais bien, les centres anticancéreux, qui ont des administrations squelettiques comparées à un CHU pour une production qui est beaucoup plus importante en termes de nombre de malades vus, en termes de publications, de recherche, d'accès à l'innovation. Et tout ça, c'est lié au fait qu'avec un budget constant, s'il y a moins d'administration, il y a forcément plus de gens sur le terrain. Et ça, c'est la question numéro 1, c'est de mettre des gens sur le terrain. Il y a la question de la rémunération. Aujourd'hui, finalement, il y a un seul payeur qui est la sécurité sociale. Et ce payeur, il est quand même à moitié fou, quoi. Vous avez d'un côté un secteur public où on a le droit de faire du privé, sauf dans les centres anticancéreux. Vous avez un secteur privé où on a le droit de faire du public puisqu'on fait du secteur 1. Donc en fait, personne n'y comprend rien. Sauf que, à l'arrivée, vous avez des médecins dans les cliniques, par exemple les radiologues, par exemple les radiothérapeutes, par exemple les anesthésistes, qui gagnent à peu près 2 à 3 fois plus que ceux qui sont dans le public pour faire exactement le même métier, avec exactement les mêmes appareils, exactement les mêmes protocoles, et tout ça, in fine, payé par la sécurité sociale. Donc, il y a un problème. Il faut mettre fin à la rémunération à 2 vitesses des médecins.
Alors, je regarde, j'ai encore le temps de dire que le pays n'était pas préparé à la pandémie, évidemment, puisque on avait beaucoup d'administration, pas assez de médecins, pas assez de lits. On avait eu la période où Madame Bachelot avait prévu des catastrophes qui ne sont pas arrivées. Résultat des courses, personne ne croyait que ça allait arriver de nouveau. Et le jour où c'est arrivé, rien n'était prêt. Et finalement, c'est la faiblesse structurelle de notre système de santé qui est apparue au cours de cette histoire de Covid. Et aussi, ça s'est beaucoup amélioré pour la deuxième vague, mais aussi on a vu lors de la première vague une très mauvaise coopération au départ entre le secteur public et le secteur privé. Et on avait des villes comme Paris, par exemple, qui étaient complètement pleins dans le secteur public, alors qu'il y avait encore des places dans le secteur privé et qui mutaient des malades dans d'autres régions, alors qu'il y avait des places dans le secteur privé. Là, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Et aujourd'hui, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, ça se passe très bien entre le privé et le public. Et il y a l'ARS, finalement, qui joue le chef d'orchestre et qui fait en sorte que les lits soient occupés partout. Mais les conséquences, elles sont très, très importantes. C'est d'abord que les patients ont eu peur d'aller à l'hôpital au début. Dans mon domaine du cancer, il n'y a pas eu de dépistage. On voit arriver à l'Institut Curie des gens qu'on est obligé d'énucléer parce qu'il n'y avait pas d'ophtalmologiste et que les mélanomes de l'œil qui se guérissent normalement très bien sans enlever l'œil, eh ben aujourd'hui on est obligé d'enlever l'œil. Les cancers du sein, ils sont de plus en plus gros parce qu'il n'y a pas eu de dépistage pendant cette période. Et on va avoir la même histoire pour les cancers du côlon et également le problème de la vaccination pour les petites filles qui n'a pas eu lieu pendant cette période. Et pourtant, on pourrait faire disparaître le cancer du col de l'utérus. Alors, qu'est-ce que nous, socialistes, on pourrait, si on reprenait un jour le pouvoir, essayer de se fixer comme objectif ambitieux? Le premier, c'est vraiment de mettre plus d'argent dans la prévention et la promotion de la santé. C'est la priorité absolue. Et c'est ce que fait très bien la métropole à Lyon avec l'eau, l'air, le bruit, etc. Et je crois qu'on n'en parle pas assez. Ensuite, il faut faire un effort sur un milieu dont on pourra parler plus en détail si vous le souhaitez, qui est sinistré, c'est la santé mentale. Et pourtant, suite à ce deuxième confinement, il y a de plus en plus de problèmes psychiques et il y a de plus en plus besoin de spécialistes de la santé mentale. Ensuite, évidemment, et Sandrine en a parlé, il y a la question de l'autonomie et la question du cinquième risque. Il faudra bien qu'un jour, on arrive tous à prendre en charge. La population vieillit, il y aura de plus en plus de gens qui resteront à domicile, heureusement, mais à un moment donné, il y a des pertes d'autonomie. Comment on fait pour financer ça? Et in fine, je pense que, et j'en reviens sur le service public, qui est quand même le cœur de ce qu'on défend, hein, je crois que le système allemand mérite d'être regardé. Moi, je crois au système à but non lucratif. Ce n'est pas le problème de savoir si c'est privé ou public, mais à partir du moment où on travaille avec l'argent des citoyens, avec l'argent de la sécurité sociale, un hôpital, ça doit être à but non lucratif. Ça doit uniquement équilibrer ses comptes entre les dépenses et les recettes et avoir comme unique objectif, quand il a de l'argent, de l'investir pour une meilleure santé, une meilleure prévention et un meilleur accès au traitement pour les personnes malades. Donc, si on revenait au pouvoir, à mon sens, il y a plusieurs priorités. Faire un pacte avec les professionnels de santé, parce qu'on ne fera rien sans eux. 2, remettre le système à l'endroit, repartir des territoires. Et 3, faire en sorte que l'hôpital, qui est un recours, soit un recours qui ait les moyens et qu'on comprenne enfin que dans un service d'urgence, c'est normal qu'il y ait des lits vides. Dans un service de réanimation, c'est normal qu'il y ait des lits vides, parce que le jour où ça explose dans la zone sud de Lyon, ou le jour où il y a un incendie terrible et des choses comme ça, si on est à flux tendu dans les hôpitaux, eh ben, on ne peut pas prendre en charge ces urgences. Et c'est ce qu'on a vu au moment du Covid, c'est que les Allemands, ils avaient des lits vides, et ben, ils les ont remplis tranquillement, et ils avaient du personnel, et pas du personnel épuisé comme le nôtre, parce que comme nous, on n'a pas assez de personnel, et ben, aujourd'hui, il est épuisé, et on a un mal fou à trouver des personnels, et il y a de plus en plus de gens qui sont obligés de s'arrêter, tout simplement parce qu'ils n'en peuvent plus, et quelquefois parce que psychiquement, ils ne peuvent plus tenir dans ce que décrivait Sandrine tout à l'heure, c'est-à-dire 10 morts dans une EHPAD. Il y a un moment où les gens craquent et où on a besoin de
les soutenir en termes de santé mentale. Donc voilà ce que je pouvais dire en 10 minutes et en introduction. Alors, c'est Joël qui doit reprendre la parole, mais je pense qu'elle est en train d'allumer son micro. Voilà. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, oui, donc Thierry, parfait, à 1 ou 2 minutes près, vous êtes champions tous les deux. Merci. Alors maintenant, la parole à tous ceux qui sont inscrits à cette soirée. La seule chose qui serait souhaitable de préciser, c'est votre nom et votre prénom pour qu'on sache à qui on a affaire, et éventuellement votre section si vous êtes une section, ou alors des sympathisants, puisque je crois qu'il y a des sympathisants parmi nous ce soir, ce qui est sympathique, qui est une bonne chose. Alors toutes les questions sont possibles, qu'elles soient purement professionnelles vis-à-vis de Sandrine ou vis-à-vis de Thierry, il n'y a pas de problème. Vous précisez à qui vous posez la question de façon que les choses soient bien claires. Et celui ou celle qui a reçu la question répondra de façon à ce que vous ayez une réponse qui soit, j'espère, satisfaisante pour tout le monde. En tout cas, on a des propositions intéressantes de la part de l'un et de l'autre. Donc, il faut bien s'en souvenir. Effectivement, comme tu le dis, Thierry, à juste titre, quand nous reviendrons au pouvoir, et j'espère que ce sera le plus tôt possible, nous aurons beaucoup de travail et à récupérer un certain nombre de temps pour remettre les choses correctement en place, parce qu'on se rend compte avec l'épidémie là qu'il y a quand même quelques soucis, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien, qui veut prendre la parole en premier, femme ou homme? Joël, si jamais je me permets, ce serait bien qu'on puisse poser des questions dans le chat. Ah bah si tu veux, Comme oui, ça avait été prévu, comme ça qu'on puisse prendre les tours de parole un par un. C'est bien faisable. C'est faisable également par écrit. C'est tout à fait. Allô? Voilà. Et je C'est tout crois à fait que faisable. OK. la première personne qui voulait prendre la parole, c'est alors iPad de Giraud. Donc je ne sais pas qui c'est, mais si la personne peut se. C'est Philippe Giraud. Ah, voilà. Ah, Je Philippe vous Giraud. laisse. D'accord. Bonsoir Philippe. Nous Bonsoir t'écoutons. bonsoir à tous, en particulier à Sandrine et Thierry. Deux, trois réactions. Oui. La première, qui est sous forme de question en fait, pour Sandrine, qu'en est-il de la sortie de l'aide sociale à l'enfance sur le territoire de la ville de Lyon, voire de la métropole? On peut constater qu'il y a beaucoup de jeunes dans la rue, sans domicile fixe. Y a-t-il, depuis notre retour ou arrivée aux commandes, des initiatives particulières sur ces jeunes qui atteignent 18 ans, qui sont donc majeurs et qui se retrouvent quasi du jour au lendemain dans la rue sans accompagnement? Et la deuxième question porte, Sandrine, sur la question des mineurs non accompagnés à Lyon. Qu'en est-il de la situation et des initiatives que la ville ou la métropole prennent? Et puis, j'ai trois questions à Thierry. La première, c'est, tu n'as pas mentionné en termes de prévention la santé scolaire qui semble tout aussi sinistrée, Thierry. La deuxième, c'est, crois-tu vraiment qu'un pacte avec les professionnels de santé soit jouable? On a mémoire de certaines initiatives qui avaient pu être prises et qui ont parfois débouché sur de grands mouvements sociaux dans ces professions-là. Je pense à la médecine libérale, bien entendu, mais je partage ton point de vue qu'il faut le faire, mais cela risque d'être très casse-gueule politiquement. Et la troisième chose, que penses-tu de l'initiative que vient de prendre Laurent Wauquiez concernant ce dépistage massif annoncé? Merci Philippe. Qui veut répondre en premier, Sandrine ou Thierry? On va prendre question par question parce que là, il y en a quand même beaucoup. Donc, on va essayer de faire doucement. Vas-y, Sandrine. Tu veux y aller en premier? Oui, ça marche. Et ben, du coup, je vais commencer par la deuxième question de Philippe qui reviendra sur la première, concernant notamment les mineurs non accompagnés ou mineurs isolés étrangers, peu importe comment on les nomme. Du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, le grand squat du collège Maurice Sèvres dans le 4e arrondissement de Lyon a été évacué.
et que c'était un engagement assez fort de la métropole. Et là, moi, je voudrais quand même aussi, j'en profite en fait parce qu'on est aussi entre nous, mais que c'est important et que ça n'a pas toujours été bien dit, mais rappeler quand même tout le travail qui avait été engagé précédemment par l'ancienne, on va dire, mandature à la métropole et notamment David Kimmelfeld, mais du coup, moi, j'ai été beaucoup associée à ce travail-là sur l'accompagnement et le développement de l'offre d'hébergement et d'accueil de jour pour ces mineurs. Et je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas dire qu'on part de rien et donc à un moment donné, il faut aussi reconnaître à César ce qui lui appartient. Il avait lancé un gros travail de développement de l'offre d'accueil et d'hébergement sur le territoire de la métropole pour les mineurs isolés. Alors, pour une raison aussi bien simple, hein, c'est que la crise migratoire avait connu un fort pic quand même dans les années 2017, 2018, 2019, avec une forte arrivée de mineurs non accompagnés, donc de jeunes en fait, d'ailleurs plutôt des jeunes d'Afrique subsaharienne sur Lyon. Et on sait que Lyon, de toute manière, est un territoire attractif et que, quoi qu'il arrive, des jeunes continueront à avancer et à arriver sur Lyon et souhaiteront en tout cas rester sur la place de la métropole lyonnaise. Donc, il était quand même normal de pouvoir leur offrir des dispositifs d'accueil convenables. Donc, sur ces mineurs-là, la métropole a continué ce travail-là et du coup, la nouvelle majorité a mis en place, ça c'est les jeunes mineurs. La métropole a mis en place différents dispositifs. Elle a ouvert des places supplémentaires et a pris en charge tous les jeunes mineurs non accompagnés qui étaient hébergés dans ce squat et des dispositifs avec Forum Réfugiés pour l'accompagnement des jeunes nouveaux qui arrivent du moment qu'ils ne sont pas encore reconnus mineurs ou majeurs. Donc, ils sont pris en charge quoi qu'il arrive, les mineurs isolés, le temps de leur évaluation pour faire en sorte qu'ils puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Après, la question de leur statut est compliquée parce que s'ils sont mineurs, ils sont pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance, et c'est là où je fais le lien avec ta première question sur les jeunes issus de la protection de l'enfance, où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont pris… il y a différents dispositifs qui mériteront d'être remis à plat parce que l'IDEF, donc, qui est l'Institut départemental de l'enfance et de la famille, qui était issu du département et qui est récupéré aujourd'hui par la métropole, connaît de forts dysfonctionnements. On a quand même aussi pu détecter des situations de maltraitance, donc à la fois dans des collectifs, dans de l'hébergement collectif pour ces jeunes, mais aussi en fait dans des familles d'accueil. Donc, il y a tout un travail en fait, qui va être mis à plat, là, d'évaluation. C'est vrai que le confinement ne nous aide pas beaucoup et qu'au niveau de la métropole, c'est compliqué d'engager des chantiers comme ça, un petit peu d'évaluation sur du long terme, un peu structurant, quand on est face à une crise sanitaire et qu'il faut aller vite et qu'il faut prendre en charge les gens très, très rapidement. Mais vraiment, sur la protection de l'enfance, il y a tout un travail titanesque à mettre en œuvre parce que, honnêtement, on peut dire aujourd'hui que ça dysfonctionne et qu'on n'est pas à la hauteur de la prise en charge. Et sur la question de ces jeunes qui se retrouveraient sans rien, le Conseil général le faisait déjà, mais la métropole le faisait aussi et continue à le faire, mais pas suffisamment, mais parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, met en place ce qu'on appelle des contrats jeunes majeurs. Et donc, du coup, ça permet à des jeunes de 18 ans de continuer à être accompagnés jusqu'à 21 ans. Mais la difficulté aujourd'hui et le gap, en fait, c'est les 18-25 ans. Ils sont pris en charge jusqu'à 18 ans dans le cadre de la protection de l'enfance. À partir de 25 ans, ils ont droit au RSA. Donc, même si ce n'est pas non plus la panacée et un projet de vie ultra réjouissant, il y a quand même une aide qui est apportée et un accompagnement qui soit social ou professionnel. Mais entre 18 et 25 ans, aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc, il y a volonté quand même de la métropole, de la nouvelle majorité, de pouvoir expérimenter le RSA jeune et en tout cas d'aller au-delà des réticences et des barrages un peu du gouvernement aujourd'hui qui fait quand même marche arrière sur le RSA jeune. Donc, oui, il y aura quand même cette expérimentation qui sera mise en œuvre. Par contre, on n'a pas encore forcément les délais, mais pour faire en sorte que ces jeunes ne se retrouvent plus à la rue, ne se retrouvent plus sans rien et que du moment où ils quitteraient ou des familles d'accueil ou des dispositifs de prise en charge en tant que mineurs, ils puissent bénéficier à la fois d'un revenu, quand même, d'une ressource, mais aussi d'un accompagnement. Le RSA, ce n'est pas juste 500 € tous les mois, c'est aussi un contrat.
on s'engage à mener des actions de démarche d'insertion sociale et professionnelle. D'accord. Merci Sandrine. Philippe, est-ce que tu es satisfait des réponses? Ça va? Il est parti, Philippe? Non, non, il dit oui. Ah bon, bah ça va, tant mieux. Alors, les réponses de de la part de Thierry. Thierry, s'il te plaît, peux-tu répondre? Il y en a deux faciles et une plus difficile. Ah oui, sans doute. C'est la santé scolaire, parce que en fait, c'est dans le chapitre, j'ai été rapide, hein, mais c'est le chapitre de la prévention. Donc, il y a la PMI pour commencer, la santé scolaire ensuite. C'est évidemment absolument fondamental, parce qu'il y a des enfants dont on vient de parler qui finalement n'ont comme contact avec la prévention médicale que la PMI puis la santé scolaire. Donc, c'est effectivement très important. La ville de Lyon, objectivement, il me semble, je ne sais pas ce qu'en pense Sandrine, n'est pas en retard par rapport à la situation effectivement catastrophique de la santé scolaire en France. La ville de Lyon a fait quand même beaucoup d'efforts depuis longtemps pour essayer de structurer quelque chose autour de la santé scolaire. Et les PMI, qui sont maintenant dépendantes de la métropole, fonctionnent quand même de façon bonne, à mon avis, et importante. Alors la question sur Vauquier, elle est facile parce que c'est du Vauquier, hein, c'est-à-dire c'est de la pub, mais ça n'a absolument aucun intérêt de tester toute la population. On est passé d'un excès dans l'autre. Au début, il n'y avait pas de masque et pas de test. Maintenant, on a compris pour les masques et on voudrait faire croire aux gens que de tester quelqu'un qui est complètement asymptomatique, ça a un intérêt. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de tester les gens, d'avoir des réponses extrêmement rapides et de tester les clusters autour, les cas contacts. Donc, ça ne sert absolument à rien de tester une population entière. Ça ne sert à rien et ça n'aura aucune efficacité sur la propagation du virus. Et en plus, ça va coûter un peu d'argent. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt de ce truc-là. Par contre, on n'est pas bon, d'abord sur la durée de réponse pour les tests PCR. On commence à utiliser les tests antigéniques qui sont assez intéressants. On les utilise dans les hôpitaux. Ça permet de… Alors évidemment, ce n'est pas aussi précis que le test PCR, mais quand quelqu'un arrive à l'hôpital, on peut en une demi-heure savoir s'il est Covid plus ou Covid moins avec un taux d'exhaustivité qui est pas loin de 85-90%. Ça permet d'utiliser des chambres à 2 lits. Or, c'est extrêmement important parce que si on est obligé de transformer toutes les chambres en 2 lits en chambres à 1 lit, on diminue sa capacité. Et ça sera peut-être important pour la région Rhône-Alpes pour le ski, parce que la seule façon de mettre 70 personnes dans un téléphérique, ça sera d'utiliser des tests antigéniques avant de leur donner le forfait. Or, sur le plan économique, si on arrête les stations de ski pendant une saison entière, ça sera un désastre économique pour la Savoie et la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. Donc Vauquier, il fait du potin comme d'habitude, mais à mon avis, il va avoir énormément de critiques sur le plan méthodologique. Alors la question difficile, c'est celle sur le pacte avec les professionnels de santé. Moi, je crois que ce n'est pas aussi délirant que ça en a l'air. Mais c'est par étapes, et c'est surtout par étage. Le premier étage, c'est les professionnels de terrain. C'est des libéraux, des médecins généralistes, des infirmières, des assistantes sociales, etc. C'est des gens qui ont changé. Ce n'est plus les médecins généralistes autrefois. Aujourd'hui, les médecins généralistes jeunes, ils veulent travailler dans des maisons de santé, ils veulent travailler de façon collective, et on peut très bien faire un pacte avec eux pour les aider au maximum, c'est-à-dire les aider sur tout ce qui est administratif, pour qu'ils aient un temps maximum pour s'occuper des personnes malades. Et le pacte avec eux, ça serait un pacte de prévention. C'est-à-dire que la médecine de territoire, elle a pour objectif premier de garder la santé et pas de traiter obligatoirement les maladies. Et donc, je suis sûr que des jeunes médecins qui sont aujourd'hui issus de nos facultés et qui ont envie de travailler en équipe, on leur propose des maisons de santé par territoire et un véritable pacte où ils vont gagner de l'argent en faisant de la bonne médecine et en étant aidés sur le plan administratif, on peut faire un pacte avec eux. Je mettrai les EHPAD et les hôpitaux locaux dans ce pacte de l'étage 1.
Ensuite, il y a un étage intermédiaire, c'est la santé mentale. Alors, je peux vous dire que dans l'état actuel de la santé mentale, si réellement on propose aux psychiatres, aux psychologues, aux gens qui travaillent, les infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques, ceux qui sont dans les secteurs, si on leur propose de les aider et d'avoir un véritable plan pour la santé mentale, on aura facilement un pacte avec ces gens-là qui n'en peuvent plus littéralement et qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de travailler correctement. Alors après, on arrive à l'étage clinique et hôpitaux, et là, c'est plus compliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des médecins là-dedans. Et même si c'est compliqué avec les médecins, ce n'est pas forcément compliqué avec les infirmières, avec les aides-soignantes, avec les ASH, avec des gens qui ont besoin d'être augmentés, ce qui a été fait, mais pas encore assez. Donc, il faudra leur proposer des augmentations pour les mettre au niveau des gens qui font le même métier au niveau européen. Et je pense aussi qu'il y a une majorité de médecins, les mêmes dont je parlais tout à l'heure, et qui vont aller dans les territoires, dans les maisons de santé, ceux qui vont aller à l'hôpital, ils ont envie de faire du secteur 1. Ils ont envie de ne pas s'enquiquiner à être obligés de s'occuper de secteurs privés à l'intérieur de l'hôpital. Donc, il peut y avoir un pacte, mais il y aura des questions, tu l'as dit, très compliquées. Parce que, par exemple, faut-il interdire le secteur privé à l'hôpital public? Faut-il que les médecins du privé qui font du secteur 1 soient traités exactement comme ceux du public, et ceux qui font du secteur 2, eh ben on leur dise que les investissements, ce n'est pas avec l'argent de la sécurité sociale. À ce moment-là, c'est de l'investissement privé. Mais le pacte, il faut le faire avec ceux qui veulent travailler de façon non lucrative dans le secteur 1, et c'est la majorité des médecins des hôpitaux français. Merci Thierry. Philippe, est-ce que ça te convient? Ouais. Bon, eh ben, très bien. Alors, je crois qu'il y a Laura qui voulait intervenir. Laura, s'il te plaît. Laura, je ne te vois pas. Oui, non, je n'avais pas forcément envie d'intervenir. Je disais bonsoir à tout le monde d'abord. Oui, je me disais qu'à la fin du mandat précédent, dans le cadre du plan pauvreté, il y a des actions de santé quand même qui avaient été évoquées. Je me rappelle, moi, avoir été touchée par des femmes qui étaient récupérées, qui dormaient dans la rue, il y avait même eu des accouchements dans la rue. On avait récupéré femmes et enfants. Et sur la santé mentale, comme tu le dis, Thierry, je sais que même dans nombreux jeunes qu'on récupère, ils ont passé des choses tellement affreuses pendant qu'ils arrivaient jusqu'à nous que ils sont quand même assez nombreux à arriver dans un état psychologique de fragilité. Et donc, au niveau de ce plan pauvreté, on était allé, évidemment, il y avait les aides au RSA, il y avait l'aide alimentaire, etc. Mais il me semble qu'il y a des communes qui avaient fait des propositions d'accompagnement et la métropole en tant que telle en avait fait aussi. Sandrine et puis Muriel, elles étaient impliquées aussi dans ce plan. Je voulais savoir si, en tout cas, qu'on ne l'oublie pas, qu'il y avait eu quand même des moyens mis à disposition à ce moment-là, et je ne sais pas comment ils ont été utilisés, mais chacun dans nos communes, il faut qu'on soit attentif à tous ces personnels précaires dans la santé. Du coup, il n'y a pas que le gîte et le couvert, c'est leur santé qui bien souvent est affectée, quoi. Voilà. D'accord, merci Laura. Bon, il y a Raphaël, me semble-t-il, qui voulait également intervenir. Il a 2 questions à poser. Alors, je ne sais pas si c'est à Thierry ou à Sandrine. J'ai 2 questions à poser. Une à Sandrine, d'abord pour la remercier, parce que je viens de rentrer de la distribution aux jeunes. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend pas? Oui. Enfin, moi, je t'entends, oui. Donc, je viens de rentrer, je voulais te remercier, Sandrine, au nom de la Maison des Outre-mer, parce que je viens de rentrer de la distribution des jeunes issus des territoires d'outre-mer. Mercredi dernier, on a commencé la première fois et on était 24 jeunes. Aujourd'hui, il y en a 38 et il y en avait d'autres qui s'inscrivent tous les jours un peu plus. Donc, grâce à toi, effectivement, ces jeunes vont pouvoir recevoir avec la banque alimentaire une aide de denrées de très bonne qualité. Et ça, je t'en remercie. Je tenais à te le dire publiquement devant les gens qui sont ici. Et je t'en remercie. Et donc, la précarité de ces jeunes issus des territoires d'outre-mer est de plus en plus préoccupante parce que d'abord, ils sont très isolés dans le sens où ils ont perdu tout leur job d'été.
qui leur permettait d'avoir un petit pécule pour engager l'année scolaire. Ils sont loin de leur famille en espérant qu'aucun de leurs parents ne sera touché très durement par le Covid parce que malheureusement, ils ne pourront pas se rendre auprès d'eux. Ça, c'est aussi, à mon avis, un problème. Et je pense que, étant socialiste, on doit se préoccuper, et je pense que tu l'as fait, Sandrine, de ces jeunes gens. Ça, c'est la chose. Par rapport à Thierry Philippe, j'avais une question pour lui, parce qu'il a fait référence à quelque chose qui s'appelle l'ARS. Et je pense qu'on a, parmi les gens qui sont là, quelqu'un qui est un haut fonctionnaire de l'ARS. Et j'aurais bien aimé qu'on nous parle du Covid, de ce qui va se passer demain, parce que malheureusement, la santé, et Thierry Philippe a raison, ne devrait pas être un bien marchand. Mais depuis effectivement quelques années, on est en pénurie même de médicaments. Moi qui suis atteint d'une infection de longue durée, j'ai été même en rupture de médicaments, ce qui est inacceptable dans la 6e puissance du monde, et parce qu'on a laissé partir nos médicaments un peu n'importe où. Et là, je rejoins Thierry Philippe, la santé ne peut pas être un bien marchand. Ce que je remarque, c'est que les gens sont mal payés. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller malheureusement souvent à l'hôpital, et quand je posais la question aux infirmières ou aux aides-soignants le montant de leur salaire, j'étais stupéfait d'apprendre ça. Donc je pense qu'on aura une responsabilité morale. Et là, je ne reviens pas à Thierry Philippe. C'est pas si on revient au pouvoir, on va revenir au pouvoir. Moi, je l'affirme, on va revenir au pouvoir. Et on devra être beaucoup plus vigilant qu'on l'a été, parce qu'on a laissé nous-mêmes déraper des choses. On a fait de l'hôpital une marchandise. On est responsable de ça, on est comptable de ça. Et on ne peut pas s'en dédouaner aussi facilement. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à jeter l'opprobre sur les ARS ou etc. Les ARS ne sont qu'un maillon de la chaîne. Et Philippe l'a bien signalé, ce n'est qu'un maillon. Et ce n'est pas forcément celui qui décide. Ils ne font qu'exécuter. Et j'ai plein d'exemples que je pourrais donner où ils ne font qu'exécuter des ordres qui sont des fois très contradictoires. Et donc, pour vous dire, je pense que la gauche a une responsabilité morale vis-à-vis des gens. Sandrine Runel a répondu très facilement à la demande que je lui avais faite avec la Maison d'Outre-mer de leur trouver un local conforme à leurs idées. Je pense qu'elle a répondu et je pense qu'elle doit aller plus loin parce que les Outre-mer, ce sont des départements, ce ne sont pas des gens isolés. C'est vrai qu'il y a plein de problèmes là-bas qu'il faudra que nous, socialistes, on soulève une fois pour toutes, l'eau potable, la vie chère, etc. Il y a plein de choses. Et pour l'hôpital Thierry Philippe, je pense que les socialistes ont vraiment, vraiment du boulot à faire. Et on ne peut pas, la santé mentale, effectivement, mais dans les écoles, c'est-à-dire qu'on voit on a donné le prétexte qu'il fallait, pour le bien-être des enfants, les remettre au travail, à l'école. Non, on aurait dû être intelligent et dire la vérité. C'était pour remettre les parents au travail. Et je pense que quand on ment aux gens, comme on a menti pour les masques, pour le gel, etc., ça devient insupportable. Et moi, ce que j'ai très peur, c'est quand je vois que 50% des Français vont refuser d'être vaccinés. Je trouve que là, vraiment, il y a quelque chose. Le pays qui a été un des pays moteurs de la vaccination, on va se retrouver à un rang qui est vraiment invraisemblable. Et je voudrais savoir, Kevin, ce qu'il pense de la vaccination possible demain. Ça m'intéresse. Pas uniquement personnel, mais collectivement parlant, parce que c'est un sujet important demain, cette vaccination. Et je reconnais que, autant on a été très rapide pour le Covid de trouver, paraît-il, des vaccins, et c'est vrai que quand on regarde le VIH, on en est encore très très loin. Et je me demande si c'est vraiment vrai qu'il y a un vaccin. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mener en bateau? Voilà. Je ne fais pas du complotisme, mais je m'interroge. D'accord, on va demander à Philippe d'avoir la gentillesse d'aborder ce sujet ô combien délicat. Merci Thierry, si tu veux. Je viens d'écrire, je crois, hier ou avant-hier, parce que comme je les écris quelquefois un peu à l'avance, je ne sais plus très bien, mais j'ai écrit sur mon blog au sujet de cette question de la vaccination anti-Covid. Ah, pas vu. D'accord. D'abord, je crois que c'est vrai qu'il y aura un vaccin. Je crois qu'il va arriver maintenant rapidement. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas du tout complotiste, mais c'est vrai que le patron du labo qui vend ses actions le lendemain de l'annonce des 90%, ça la fout un peu mal. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a des vaccins qui sont presque prêts et je crois qu'on pourra aborder la question de la vaccination à partir de février-mars en France sans problème. Alors, les sondages montrent qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui opposés à la vaccination. Moi, je pense, et c'est ce que j'ai écrit dans mon blog, je pense qu'il faut que ça soit obligatoire.
Je pense que ça doit être en tout cas obligatoire, évidemment, pour les personnels de santé, que ça soit obligatoire pour les personnes vulnérables. Et surtout, il faut se rappeler, certaines personnes sont assez anciennes autour de la visioconférence, là, pour se souvenir de leurs parents qui ont vu des poliomyélites. La poliomyélite, elle a complètement disparu avec la vaccination. La rougeole, il y a des enfants en France qui meurent de la rougeole et c'est tous des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Donc la vaccination, c'est quelque chose qui a transformé complètement les maladies infectieuses. Et si on a la chance d'avoir un vaccin contre le Covid, on ne sait pas s'il ne faudra pas, comme la grippe, se vacciner tous les ans. C'est probablement, parce qu'il y aura des mutations et très probablement, il faudra se vacciner tous les ans. Mais moi, je suis personnellement pour un vaccin obligatoire parce que ce n'est pas uniquement se protéger soi-même, c'est se protéger collectivement, parce que c'est la fameuse immunité collective. Il faut qu'il y ait 60 à 70% des gens qui soient immunisés pour que le virus arrête de circuler à la vitesse où il circule actuellement. Donc, je pense personnellement que la vaccination, c'est une chance extraordinaire. Personnellement, je me ferai vacciner aussi vite que je pourrai. Et je pense que les politiques doivent avoir du courage et que le courage, c'est de rendre la vaccination anti-Covid obligatoire, au moins pour les gens à risque. Au moins pour les gens à risque. C'est-à-dire que peut-être ce n'est pas obligatoire pour les gamins, mais c'est vraiment obligatoire pour les personnels de santé et pour les personnes à risque, c'est-à-dire tous ceux qui ont des comorbidités et tous ceux qui ont dépassé 65 ans. Alors, par contre, s'il y avait quelqu'un de l'ARS qui voulait répondre à la question sur l'ARS, je lui cède, si j'ose dire, volontiers la parole là-dessus. Mais enfin, je ne sais plus quelle était la question précise sur l'ARS. C'est Eric, puisque moi, j'y travaille du coup à l'ARS. Je suis inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Et puis, je contribue pas mal du coup à la gestion de la crise Covid. Et je suis très régulièrement en cellule de crise Covid. Donc, c'est vrai que c'est un dossier que je suis particulièrement bien. Donc, moi, je voulais intervenir sur différents points, mais très rapidement, en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu as évoqué, Thierry, sur le système de santé, hein, globalement, mais je voulais juste mettre un petit bémol par rapport aux effectifs, parce que si effectivement il y a une démultiplication d'agences au niveau national et un émiettement en fait du pilotage du système de santé, au niveau du nombre de fonctionnaires, si tu veux, le ministère de la Santé, c'est un des plus petits ministères qu'on a et ça représente un peu moins de 2000 cadres en France pour gérer et piloter les politiques de santé, les décliner à la fois au niveau national et en même temps dans les territoires. Et donc, on est seulement moins de 2000 inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, c'est assez faible. Et je pense que les équipes, si tu veux, en ARS et dans toutes les structures qui dépendent du ministère de la Santé, ont vu les effectifs fondre ces dernières années et c'est de plus en plus compliqué, effectivement, parce que les missions ne s'allègent pas. Et donc, si on veut effectivement mettre en place tous ces programmes de développement de la santé publique, de promotion de la santé, de prévention en santé, ce qui est effectivement une priorité extrêmement importante, c'est une des priorités du programme régional de santé, il faut pour ça qu'on ait des moyens humains. Et donc, c'est vrai que quand tu dis qu'il y a trop de fonctionnaires et d'administratifs dans la santé, voilà, je pense qu'il ne faut pas confondre l'administration des hôpitaux et l'administration de la santé en tant que telle. Après, sur la santé mentale, j'adhère complètement à ce que tu as évoqué. C'est aussi une des grandes absentes du Ségur de la santé. Hein. Il n'y a absolument rien. C'était l'absence totale sur la santé mentale. On voit bien à quel point c'est crucial et important aujourd'hui quand on voit la vague effectivement qui arrive dans les hôpitaux psychiatriques et dans les cabinets de psychiatrie ou des psychologues. Ce que je voulais aussi dire, c'est tu as raison aussi par rapport à Vauquier, hein, parce que moi, dans les choses dont je m'occupe en cellule de crise à l'ARS, il y a notamment la gestion des dépistages, la mise en place des tests antigéniques, donc ce qu'on appelle les TROD, pour dépister grandement la population. Et je pense qu'effectivement, comme tu le disais, une fois de plus, Laurent Vauquier tire la couverture à lui pour faire de la communication, mais derrière, d'un point de vue très opérationnel, je ne vois pas comment il va pouvoir mettre tout ça en place très concrètement, alors que les labos sont déjà en tension. Tu as évoqué les retards, effectivement, dans les rendus de tests. C'est une priorité qu'on puisse tester très rapidement et faire un retour rapide des dépistages pour que les personnes puissent être rapidement isolées et savoir quel est leur statut sérologique, enfin, si elles sont porteuses ou pas porteuses du Covid. Donc ça, c'est la première chose. Et puis en plus, Laurent Wauquiez a communiqué récemment dans la presse voilà, sur son action en termes de ressources humaines pour venir en soutien aux hôpitaux et aux établissements médico-sociaux dans les maisons de retraite qui sont très en difficulté.
Il a juste oublié lors de sa conférence de presse d'inviter Pôle emploi et d'inviter l'ARS, qui sont les principales chevilles ouvrières de cette politique, avec le conseil régional qui contribue certes, mais le gros du boulot c'est l'ARS et Pôle emploi qui le fait, et il a juste oublié de remercier les services de l'État, et donc il y a eu un communiqué aussi pour corriger ça. Bon, c'est vrai qu'il est coutumier du fait pour s'approprier le travail des autres. Je dirais juste par rapport à la santé, dans ce que tu as présenté, qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été cité, c'est le morcellement au niveau territorial des politiques de santé, parce que dans le champ de l'autonomie, par exemple, et des personnes âgées, c'est des compétences qui sont partagées avec les collectivités locales. Et je pense que là aussi, on l'a vu au niveau de la gestion de la crise Covid, c'est pas forcément facile du coup de piloter, de mettre en place des réponses rapides. Alors qu'effectivement, on a des choses et des compétences très morcelées entre d'un côté les ARS et de l'autre côté les conseils départementaux ou la métropole de Lyon. Après, sur tous les dispositifs d'urgence, là je prends ma casquette caisse d'allocation familiale, puisque j'ai le plaisir de présider la caisse d'allocation familiale de l'Ain, juste pour dire rapidement qu'il y a eu beaucoup de dispositifs d'urgence qui ont été mis en place donc, par les caisses d'allocation familiale pour venir en soutien aux familles, voilà, tant dans leurs difficultés parentales au sein des foyers, que aussi par rapport aux aides d'urgence. Donc, il y a eu non seulement une simplification des procédures pour faciliter les démarches des allocataires, mais aussi du coup tout un dispositif d'aller vers et pour contacter les gens un peu perdus de vue et essayer d'anticiper les difficultés. Et les CAF mettent en place aujourd'hui une grosse politique pour gérer ce qu'on appelle un peu, c'est un terme technique, mais le data mining, pour essayer de ne pas attendre que les difficultés surviennent, mais qu'on prenne contact avec les familles en amont avant qu'elles soient vraiment en difficulté. Et on arrive aujourd'hui avec un certain nombre d'indicateurs à repérer ces familles qui potentiellement peuvent glisser dans des difficultés et essayer d'intervenir en amont avec nos travailleurs sociaux. Voilà, on a aussi débloqué beaucoup d'aides au niveau des crédits de l'aide alimentaire. Et j'aurais juste après une question à Sandrine plus spécifique sur justement quels sont aujourd'hui les dispositifs d'appui et de soutien aux structures en fait, qui ont été mis en place par la ville de Lyon et par la métropole de Lyon. Tu as cité dans ton intervention les résidences autonomie notamment. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme choses concrètes mises en place par la métropole et la ville pour venir en soutien à ces équipes. Et je veux bien répondre à la question sur du coup les ARS, mais je ne me souviens plus de la question, si on peut la répéter. Bon, Sandrine, si tu veux répondre, s'il te plaît. Oui, du coup, sur la question du personnel, ça vient vraiment en complément de ce qui a été dit, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, les personnels sont à la fois en souffrance, qui sont en nombre insuffisant, mais surtout que le personnel n'a pas été revalorisé. Donc, la ville va essayer de travailler. Donc, il y a plusieurs annonces gouvernementales et notamment une prime Ségur, qui serait du coup en fait une prime versée au personnel soignant et qui concernera les personnels en EHPAD. Mais on voit quand même toutes les difficultés aujourd'hui de recruter dans les établissements, que ce soit les résidences autonomie ou les EHPAD, des infirmières, des médecins aussi. Là, on est en train de faire appel en fait à des vacations de médecins parce qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent plus venir travailler en EHPAD. En fait, c'est pas attractif, c'est pas valorisant. Donc, du coup, on a du mal et on fait appel à des vacations. Donc, il y a très peu de médecins aujourd'hui présents dans les EHPAD, ce qui fait aussi que la prise en charge, elle est quand même de moindre qualité et que quand ils sont confrontés à des cas positifs et quand il y en a 45, et qu'il y a 10 décès d'un coup, forcément, il y a aussi une défaillance en fait, médicale qui est liée à l'insuffisance de personnel qualifié pour faire face à ce genre de situation. Donc, la ville va revaloriser les salaires et faire en sorte en fait, aussi de rendre un peu attractif la mission de service public. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire et ce qui manque aussi à l'hôpital, c'est de dire quand même que tout ce qui est fait par ces personnels, et ça marche pour le personnel soignant, mais aussi pour le personnel, on va dire, plus technique, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnel technique sur l'entretien, sur la restauration, les cuisiniers, enfin, ils font un travail formidable et on n'en parle jamais. Voilà, pour faire en sorte qu'ils soient un peu mis en avant et qu'on puisse recruter, parce qu'aujourd'hui, on fait quand même appel à beaucoup d'intérim, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal là-dessus. Donc, il y aura la question financière et on va revaloriser les salaires là-dessus parce que c'est nécessaire. Mais je crois qu'il y a quand même aussi besoin de retrouver du sens à ce qu'on fait et qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, que ce soit ceux de la ville, que ce soit les EHPAD privés, que ce soit des EHPAD associatifs, il y a quand même aussi une marchandisation en fait, de la vieillesse, avec un nombre de lits qui augmente pour rendre les structures rentables et qu'en fait, les personnels ne s'y retrouvent pas. En fait, les infirmières, les aides-soignantes,
les médecins, tous les personnels, ils n'ont pas envie de travailler dans une usine avec 120 personnes qui sont allongées toute la journée. Ils ont envie d'avoir des structures à taille humaine. Donc, à côté de ça, on porte à l'ARS, on verra si c'est retenu ou pas, des projets de structure aussi, de petites unités, de colocation aussi entre des résidences étudiantes et des résidences autonomie. Ça se fait de plus en plus et c'est bien aussi de mixer les publics. Chacun peut s'y apporter aussi beaucoup. Donc, il y a 2-3 projets qui vont être déposés à l'ARS. On espère avoir le soutien financier et derrière le soutien sur du fonctionnement pour que ces projets voient le jour assez rapidement. Merci Sandrine, bien d'accord avec toi. Sauf erreur de ma part, je crois que Jeff Gagneur, Givordin me semble-t-il, voudrait intervenir, je crois, concernant Thierry, s'il te plaît. Jeff, à toi. Bonsoir. Bonsoir. Alors Joël, je ne suis plus Givordin, je suis Oulinois. Ah ben excuse-moi, c'est sur la route. C'est assez nouveau, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Ah bon d'accord, c'est sur la route. Oui, oui. Je voulais faire quelques remarques, notamment Thierry, mon cher confrère, puisque oui, vous êtes tous les deux. C'est à ce titre-là que je prends la parole. Les rémunérations à 2 vitesses entre public et privé ne sont pas totalement à la charge de la sécurité sociale, puisque nos confrères du privé sont en général secteur 2 et que c'est beaucoup les complémentaires qui payent. Ce n'est pas la sécurité sociale elle-même. Donc, je voulais quand même éclairer un peu les assistants là-dessus. Elle en paye une partie quand même. Ensuite, oui, elle paye une partie, mais enfin, je veux dire que sachant les honoraires des confrères privés en clinique ou en cabinet, c'est pas seulement ça. Hein, pas... Ouais. Deuxièmement, on a parlé du vaccin. Je pense qu'il faut quand même dire qu'on va avoir des vaccins et que selon les populations et tout, vu qu'on ne sait pas encore in fine ce que chaque vaccin apporte et comment il se comportera, je pense qu'on aura des vaccins dans les mois et les trimestres qui viennent. Je crois qu'il faut quand même voir les choses sous cet aspect-là. Et puis, bon, bah, pour ce qui est de Vauquier, hein, compétences de la région en matière de santé publique, bon, on n'y est pas tout à fait. Donc, les explications ont été données. Mais je souligne que mes confrères, dans le progrès d'hier matin, Pascal Bureau et Vincent Robillé-Bourgela, ont bien donné la réponse au vide qui accompagnait cette espèce d'immense emballement sur 8 millions de vaccins en région Rhône-Alpes. C'était quand même à 90% à côté de la plaque. Enfin, Sandrine Runel, je voulais dire quand même un petit mot, puisque tu as parlé des EHPAD. J'ai travaillé, moi, j'étais en cabinet privé comme généraliste et andrologue, et j'allais dans les EHPAD. En dehors des questions de rémunération, le travail en EHPAD, ça nécessite d'avoir le moral bien accroché, parce que quelle que soit la rémunération, c'est pas ça qui me conduisait dans les EHPAD. Je continuais à voir les patients que je connaissais avant, et j'y allais volontiers. Mais c'est l'ambiance qui règne dans les EHPAD, ben c'est difficile à supporter, même dans les secteurs qui ne sont pas des secteurs fermés, des secteurs Alzheimer et compagnie. Donc, je pense que là-dessus, l'attraction financière est une chose, mais au-delà, il y a quand même le moral qu'il faut avoir pour aller dans ces structures-là. Voilà. Moi, je n'ai rien à dire, hein, parce que sur les complémentaires, tu as raison. Et sur le fait qu'il y aura plusieurs vaccins, tu as raison aussi. Je pense qu'on n'aura pas forcément le choix parce qu'à la fin, on aura le vaccin que les Français auront acheté. Hein. Oui, c'est vrai. Les contrats qui… Mais c'est vrai que, par exemple, Pasteur a un vaccin un peu spécial qui est caché dans le virus de la rougeole, qui probablement est un vaccin très intéressant et qui va arriver beaucoup plus tardivement. Mais à la fin, il y aura de la place pour tout le monde, hein, effectivement, parce que comme on n'arrivera pas à vacciner tout le monde à toute vitesse, même ceux qui sont aujourd'hui pas prêts, ils seront probablement prêts vers juillet-août de l'année prochaine et il y aura largement encore des gens à vacciner. S'il te plaît, Thierry, si tu permets, une question concernant les vaccins, à savoir que, bon, moi j'ai bien envie de me faire vacciner dès que nous en aurons un, mais ma seule inquiétude, c'est
Est-ce que nous connaîtrons les effets secondaires? Est-ce qu'on aura assez d'expérience, comme c'est quand même relativement tôt, tout en étant nécessaire et indispensable? Est-ce qu'on sera vraiment rassuré là-dessus? Parce que c'est ça que les gens craignent. Hein. Et moi, la première, hein, tout simplement. Bon, je me suis fait vacciner contre la grippe, bien sûr, depuis qu'elle existe, enfin, depuis que un certain nombre d'années. Mais là, c'est tellement récent que je me dis, bon, est-ce que ça va être valable? Est-ce qu'on n'aura pas des effets secondaires qu'on ne connaissait encore pas, etc. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Parce que là, il faudra rassurer les citoyens quand même. Hein. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est extrêmement rapide, que jamais des vaccins n'ont été fabriqués à une telle vitesse devant une nouvelle épidémie, mais que ce soit aux États-Unis avec la FDA, que ce soit en France avec les autorisations, c'est quand même hyper vérifié avant. Il y a des essais de phase 1, de phase 2, de phase 3 qui sont faits. Forcément, il y a toujours des risques. Dans n'importe quelle médication, il y a un risque. Mais le risque d'attraper le Covid et de mourir du Covid est bien supérieur au risque du vaccin. Bon, écoute, on va te suivre, Thierry. En tout cas, tu t'es fait vacciner contre la grippe, tu avais bien raison. Moi aussi, je me suis fait vacciner et je me ferai vacciner sans aucune hésitation contre le Covid. Oui, mais bon, écoute, tu rassures. Bon, tant mieux, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres collègues, camarades qui veulent intervenir? Il me semble que, j'ai pas vu qui c'était, mais il me semble qu'il y a eu quelqu'un qui voulait intervenir. Michel Edry voulait prendre la parole. Michel, s'il te plaît, ça fond. Vas-y. Merci Joël. Ah bah, je t'en prie, pas à moi. Hein. À vous tous. Oui, je voudrais faire deux, trois remarques parce que la santé nous amène bien évidemment à la question de la pauvreté et cette crise sanitaire, on ne peut pas ne pas évoquer la difficulté de cette crise qui ne peut pas être vécue de la même manière selon les territoires où nous vivons. Il y a quand même des territoires qui connaissent cette grande pauvreté, qui la connaissaient déjà auparavant et qui, avec cette crise, bien évidemment, sont confrontés à des situations extrêmement dramatiques. Et c'est là où je voudrais interroger les socialistes que nous sommes, où quand même une de nos philosophies reste l'équité et l'égalité dans l'accès aux soins, dans l'accès à la santé. Et force est de constater que les différences et les difficultés se creusent, notamment dans certains quartiers. Et moi, j'en appelle un petit peu, quand tout à l'heure Laura Gandolfi reparlait du plan pauvreté, il n'y a que David Kimmelfeld qui en a parlé à un moment donné, on n'a plus jamais entendu parler. Je ne vois pas de quel fonds on parle, je ne vois pas de quel plan on parle. Bref, tout ça est dans les quartiers. Donc moi, je m'interroge aujourd'hui sur les conséquences de cette crise et je pense véritablement que tous les élus que nous sommes ou les socialistes que nous sommes, nous devons mettre en place des priorités sur des endroits nécessiteux. Alors, je ne sais pas de quelle manière il faut que l'on s'y prenne, mais quand on voit aujourd'hui notre ville qui souffre du manque de médecins cruellement, de manière cruelle, la PMI, on n'en parle plus, il n'y a plus aucun médecin PMI qui veut venir travailler dans nos écoles. La métropole a fait ce qu'elle peut, mais on n'a plus de médecins. Donc, quand est-ce qu'on va nous trouver une solution d'étudiants en médecine, je ne sais pas, de 3e, 4e année, à qui on va obliger de venir faire de la prévention dans nos écoles et dans nos structures? Comment allons-nous faire, nous, petites villes, avec le budget que nous avons, pour abonder dans les bons alimentaires? C'est une file infernale que nous avons aujourd'hui dans les CCAS et nous sommes seuls face à la réponse à cette crise. Et moi, je pense qu'en tant que socialiste et en tant qu'organisation, nous devons afficher nos priorités sur des territoires les plus en difficulté, les plus éloignés de la santé. Cette crise pose véritablement des problèmes pour tous ces gens qui étaient déjà aux prises avec des maladies chroniques, avec des maladies à incidence sociale liées justement à ces modes de vie, à ces quartiers, à ces difficultés. Et je me dis, mais alors oui, on fait tout ce que l'on peut dans nos coins, mais il vaut mieux vivre à Lyon aujourd'hui qu'à Saint-Fond. Hein. Enfin, je vous le dis juste comme ça entre nous. Parce qu'on va avoir peut-être le CCAS et les aides qu'évoquait Sandrine Runel. Et vraiment, je vous félicite. Alors vraiment, je vous félicite, mais nous, on en rêve, quoi. Parce que c'est le désert.
c'est le désert. Alors oui, on va appeler la petite association du coin qui va bien vouloir distribuer un petit panier repas ou autre, mais nous sommes quand même dans des situations terrifiantes et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas le problème d'identifier les territoires les plus en difficulté du point de vue de la santé pour axer nos politiques en mutualisant peut-être nos efforts dans ces coins-là. Nous sentons bien seuls face à toutes ces problématiques de quartier, de chômage qui augmente, de chômage partiel, de personnes en grande difficulté. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur du terme de la pauvreté aujourd'hui qui s'installe tranquillement dans nos banlieues. Merci Michel. Malheureusement, je crois que tu as raison, si tu permets, mais par rapport à Lyon, c'est vrai qu'il y a du travail de fait par Sandrine, y compris avant, il y a quand même eu des travaux de fait. Mais à Lyon, dis-toi bien qu'il y a des quartiers qui souffrent. Hein. Je ne rappellerai pas à Sandrine qu'il y a le quartier de Ménival que je connais bien, tu as le quartier des parties de la Duchère qui souffrent beaucoup, des parties de Sœur-Janin dans le 5e toujours qui souffrent beaucoup. Malheureusement, à Lyon aussi, il y a des souffrances. Hein. Bon, c'était simplement à titre perso que je le dis, enfin, lorsque je dis à titre perso, dans le sens où il ne faut pas croire qu'il n'y a que Saint-Fond, malheureusement. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a Saint-Fond, y compris des quartiers sur Lyon. C'est tout ce que je dis. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a peut-être la chance d'avoir des élus qui ont déjà bien travaillé là-dessus, parce que c'est vrai que tout n'est pas découvert non plus aujourd'hui. Hein. Il y a eu quand même du travail de fait précédemment. Enfin, ça va être très long. Ça, il n'y a pas de doute, ça va être très long et c'est très dur en ce moment avec le confinement et la maladie qui est installée avec ce virus. Qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sandrine. Ah, Sandrine. D'accord, excuse-moi Sandrine. Oui. Non, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je partage l'analyse de Michel Edry. Les classes populaires, les quartiers populaires vont être évidemment les premiers à souffrir et il y en a partout, hein, c'est pas le problème que ce soit à Lyon ou ailleurs, mais ça va être les premiers en fait à souffrir de cette crise sanitaire, de ce confinement. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a un appel qui a été lancé sur notamment les quartiers populaires, qui a été signé par plusieurs maires de grandes villes ou de moyennes villes hein, d'ailleurs. Mais je pense que c'est important de pouvoir le relayer aussi, de prendre position par rapport à ça, parce que tu as raison, en tant que socialiste, on doit vraiment se positionner sur la question de solidarité et accompagner les plus fragiles. Après, là-dessus, c'est vraiment aussi une question à un moment donné de volonté politique. Il faut aller chercher les moyens là où ils sont. Il ne faut absolument pas se dire ni se résigner. Et du coup, sur le plan pauvreté, la métropole a reçu énormément de crédits de l'État. Ils ont reconduit ce qui avait été fait en 2018 et 2019. Et donc, il faut aller chercher pour les territoires l'argent là où il y en a. Il faut qu'on soit absolument en fait force de proposition et force d'action. Enfin voilà, il faut vraiment qu'on soit dans des mesures et des actions concrètes parce que les quartiers populaires, oui, vont être les premiers et le sont déjà hein, par ailleurs. Mais sur l'école, on l'a vu sur le premier confinement, le décrochage scolaire, c'était les gamins des quartiers populaires. Donc il faut qu'on ait une parole là-dessus et qu'on ait une action vraiment importante à ce niveau-là. Très bien. Alors Joël est en train de réactiver son micro, j'imagine. Oui. Ouais. Pardon, Thierry, peut-être une précision. Sinon, il y a Philippe Giraud qui voulait de nouveau poser 2 questions, et c'est bien volontiers. Merci. Thierry, peut-être? Oui, merci Marc. Vas-y, je t'en prie. Concernant l'appel auquel fait allusion Sandrine, c'est, je crois, l'association Ville et Banlieue, une centaine de maires. 2 questions, oui. La première, parmi les acteurs de la prévention, je crois savoir qu'il y a la Mutualité française en particulier. En tout cas, ce sont des gens qui, lorsqu'ils adressent à des mutualistes un certain nombre de documents, mettent l'accent dans leurs documents de communication sur le rôle en matière de prévention qu'ils ont ou disent avoir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'une adjointe au maire de Lyon le mesure? Est-ce qu'un professionnel de santé comme Thierry le mesure?
Et Thierry, est-ce que ce sont des acteurs sur lesquels, toujours dans cette logique de pacte que tu exprimais, est-ce que ce sont des acteurs qui pourraient contribuer aussi à faire bouger les choses? La deuxième chose qui est liée au Covid, parallèlement à la pandémie, il y a un projet de loi, c'est le titre du Monde d'aujourd'hui, il y a un projet de loi sur la recherche. Et en matière médicale, la recherche joue, on l'a évoqué à travers les vaccins, un rôle conséquent. Que pensez-vous, et toi peut-être en particulier Thierry, que penses-tu de cette loi sur la recherche, et en particulier dans sa dimension médicale? Merci. Merci Philippe. Thierry, à toi s'il te plaît. C'est moi qui réponds. Donc, d'abord, pour la mutualité française, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, les mutuelles jouent un rôle important dans le financement de ce qui se passe dans le privé, par exemple, et les mutuelles jouent un rôle important dans la prévention. Le problème, c'est que la politique de prévention ne peut pas, à mon avis, se limiter aux mutuelles. Il faut d'abord qu'elle soit au niveau des collectivités. Donc, moi, je réinsiste là-dessus. La collectivité de la santé aujourd'hui, pour ceux qui habitent dans la métropole lyonnaise, c'est la métropole. Parce que avec l'air, avec l'eau, avec le bruit, avec le sol, avec tout ça, ils sont vraiment dans la préservation. Toute la politique qui est faite à la métropole, c'est une politique qui essaye de préserver la santé. Avec la PMI de l'autre côté, la médecine scolaire dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la préservation de la santé qui est au cœur de cette affaire-là. Et bien sûr, Philippe, tu as tout à fait raison, bien sûr que les mutuelles jouent un rôle important à ce niveau-là. Pour la loi de financement de la recherche, elle est quand même globalement décevante. Pour faire simple, il y a des promesses, mais les promesses, elles sont pour après 2022. Donc, en réalité, il n'y a pratiquement pas d'augmentation importante du financement de la recherche tout de suite. Donc, c'est des promesses qui s'étalent sur une dizaine d'années, et si on fait la moyenne par année, ça ne fait pas beaucoup. La deuxième chose, c'est que certes, il y a une revalorisation du début de carrière des chercheurs, et c'était bien nécessaire, mais il y a encore, et c'est le point de vue de tous ceux qui font de la recherche, il y a encore trop d'appels d'offres et pas assez de financement direct des unités de recherche. Pourquoi c'est important? Parce que la recherche fondamentale, c'est une recherche qui doit être libre. Et quelquefois, c'est les gens qui travaillent sur la neurologie qui trouvent les choses importantes sur le cancer, et c'est ceux qui travaillent sur le cancer qui peuvent trouver des choses importantes sur l'infectieux. Quand on fait des appels d'offres gouvernementaux, avec par exemple 60% de l'argent disponible dans le budget annuel, on va cibler. On va cibler, c'est-à-dire que finalement, c'est une politique qui est à court terme, avec des besoins de résultats immédiats. Or, ce qui est important en recherche, c'est la liberté. Et le fait que la recherche fondamentale, c'est une recherche qui est longue, qui est difficile, où il faut laisser les gens le temps qui est nécessaire. J'ai participé l'autre jour, avant le confinement, à l'Institut Curie, à la remise d'une Légion d'honneur d'une chercheuse de l'Institut Curie, qui avait fait une découverte fondamentale sur une maladie que je connais bien, qui est le neuroblastome de l'enfant. Il y a eu 9 ans entre cette découverte complètement fondamentale, où elle cherchait à comprendre comment ça marche, et le moment où on s'en est servi pour traiter des enfants malades. Donc, il faut laisser dans cette loi de la recherche la liberté aux unités de recherche et aux chercheurs. Et aujourd'hui, on a une recherche qui est beaucoup trop intéressée. C'est-à-dire, trouvez-moi quelque chose sur le Covid, trouvez-moi quelque chose sur le cancer du poumon, trouvez-moi quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il faut laisser beaucoup plus de liberté aux unités de recherche fondamentale. Voilà, mais c'est une loi qui déçoit beaucoup et en plus qui ne règle pas les problèmes compliqués de la France. Les problèmes compliqués de la France, c'est que tu as les universités, l'INSERM, le CNRS, l'Institut national du cancer, etc., etc. Et ce qu'il faudrait, c'est mettre un peu d'ordre là-dedans. Il y a trop d'acteurs qui portent. Tout à l'heure, notre collègue Prost disait que la santé était comme une carte de puzzle. Ben, c'est exactement pareil pour la recherche. Il y a trop d'acteurs. Il y a l'INSERM, il y a le CNRS, il y a les universités. Alors que quand un Américain vient en France,
visiter une équipe, il dit « Where is the university ?» C'est la seule chose qu'ils connaissent. Il y a un acteur qui est le chef d'orchestre de l'ensemble de la recherche. Et ça ne règle aucun de ces problèmes dans la loi de coordination actuelle de la recherche, qui en plus, à mon avis, est un tissu de promesses. S'ils n'étaient pas réélus en 2022, ça n'engage que ceux qui ont lu la loi. Merci Thierry. Ça remonte quand même un peu le moral, tout en se disant que ça va être dur, mais ça remonte un peu le moral de t'entendre. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres collègues? Il me semble que j'ai pas vu d'autres personnes. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tout le monde a pu intervenir comme il le souhaitait? Que ce soit les intervenants Sandrine et Thierry et les personnes participantes. Ça serait bon? En tout cas, merci à tous. Alors, à nos deux animateurs en chef, à savoir Sandrine et Thierry, vraiment merci, c'est sympa. Merci à tous les participants de cette soirée, au nom de la Fédération du Rhône. Et alors, permettez-moi de vous faire une petite annonce sympathique, à savoir que le prochain mercredi de la Fédération aura lieu le 2 décembre. Et le sujet intéressant également, laïcité et république. Alors, bien entendu, tous ceux qui veulent y participer, les sections et les sympathisants, n'ayez pas peur, dites-le. Et plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons faire remonter des choses parce qu'on fera remonter ensuite au national les différentes propositions. Ce soir, il y a eu des propositions. Notre ami et camarade Pierre fait les rapports, ce qui est sympa et on peut le remercier parce que c'est jamais facile de faire un rapport. Donc tout ça va remonter sur Paris et ça permettra de faire évoluer le Parti socialiste et demain gouverner avec des propositions lyonnaises, enfin, ou de la métropole. J'ai un petit pincement spécial pour Lyon, mais la métropole, les propositions remonteront grâce à vous tous. Merci à tous. Alors sincèrement, un grand merci à Thierry et à Sandrine parce que je sais que vous avez un calendrier bien chargé, et c'est normal, c'est votre boulot. Hein. Là-dessus, c'est logique. N'est-ce pas, Sandrine? Tu me connais. Thierry un peu moins, mais il a dû en entendre parler. En tout cas, c'est sympa d'être intervenu et je pense que vous avez été à la hauteur de ce que nous espérions. Et en plus, ça a pu répondre, je pense, à un certain nombre d'interrogations et aider tout le monde à mieux comprendre, à mieux savoir. Et tu m'as rassuré pour la vaccination, donc dès qu'il sortira, j'irai me faire vacciner. On fera la queue tous ensemble. On fera les socialistes iront se faire vacciner tous ensemble. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci à Joël, Pierre, Marc. Enfin voilà, merci à tous les participants. C'est vraiment important qu'on puisse continuer à débattre, à parler et à se dire aussi un petit peu les choses dans nos exécutifs, dans nos communes et sur nos territoires. Tout à fait. Merci à tous. T'inquiète pas, on vous surveille des élus. On a le doigt, on n'a pas le doigt sur la couture. On réagira s'il y a besoin de réagir. Merci à tous, hein, bravo, merci. Et n'oubliez pas, 2 décembre, laïcité et république, c'est important également. Et c'est en relation finalement avec ce que nous disions ce soir. Hein. Il y a des relations. Merci, bonsoir, bon courage et bon appétit. Bonne soirée, merci beaucoup. Ciao, merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.